qu'est-ce qui a motivé la création de la revue Marne? Euh, alors, la revue Marne, elle remonte à peu près 2007 ou 2008. Mais il faut savoir que on était plusieurs à l'intérieur de l'école à avoir participé très directement à une revue plus ancienne qui s'appelait Le Visiteur. En 2007-2008, l'école a voulu se doter d'une publication. Alors bon, il y a eu toute une réflexion et on s'est vite dit, ce qu'on ne souhaite pas, c'est un annuel d'école, quoi, une sorte de publication vitrine des activités de l'école. On s'est plutôt dit, tiens, puisqu'il y a cette compétence-là de savoir faire des revues, considérons que c'est une revue produite par l'école. Et à ce moment-là, donc la fin des années 2000, 4 ou 5 ans après l'arrêt du Visiteur, s'est posé la question un petit peu de l'héritage du Visiteur, parce que le Visiteur avait deux parties, celle qu'expliquait Sébastien, la visite, et puis le Visiteur déjà, à l'époque, se proposait de procéder à une sorte d'introspection disciplinaire, aller revisiter un certain nombre de textes peu connus, mal connus de la discipline. Et donc à la fin des années 2000, il y avait une partie de l'ancienne équipe du Visiteur qui avait fondé la revue Criticat, qui avait repris, disons, la ligne de la critique, et donc restait en gros la vocation anthologique qu'on a estimé être assez pertinente dans le cadre d'une publication d'école, en se disant on a tous des activités d'enseignants, de chercheurs, et donc une partie de notre quotidien, c'est de mettre à disposition des étudiants, commencer un certain nombre de textes qui nous paraissent importants, issus de l'architecture au sens large, architecture, urbanisme, paysage. Et donc ça consiste à les traduire la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas toujours en français, et les présenter pour les rendre disponibles. Pourquoi avoir nommé cette revue Marne? Alors, Marne, ça avait plusieurs avantages. Évidemment, quand on dit on va faire une revue qui ne va pas être la vitrine de l'école, ça peut paraître évident à ceux qui fabriquent une revue et qui ne veulent pas le limiter dans son champ, mais quand on explique ça à une école d'architecture, ils disent attendez quand même. Bon. Donc l'appeler Marne, au moins, c'était clair. C'était la revue de cette école qu'entre nous, on appelle tous Marne. On ne va pas faire aligner tout son titre, tout son nom qui est bien trop long. Donc on va à Marne, on est à Marne, etc. Mais que ça désigne en particulier ces sédiments. Ces sédiments qui étaient très très précieux aux agriculteurs, qui ont joué un très grand rôle dans l'exploitation de cette région autrefois, puisque quand on n'avait pas d'intrants, de nitrates fossiles, une manière d'enrichir la fertilité des champs à long terme, c'était eh bien d'y déposer ces sédiments, ces marnes, ces argiles. Et c'était une tâche très pénible qui prenait beaucoup de temps, qui s'appelait le marnage, et bon, qui ne donnait pas des fruits immédiatement. Donc il nous semblait que c'était une assez bonne définition de la vocation qu'est l'enseignement, où ça ne donne pas toujours des fruits immédiatement, mais de faire un travail comme ça un peu au long terme, de faire revenir des sédiments de théorie ou de culture architecturale dont on se dit que c'est trop bête de les oublier, bah, ça participait un peu de cette mission d'enrichissement du sol théorique de notre discipline. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est une façon de raconter les choses comme ça, mais oui, bon, ça nous fait plaisir de pouvoir nous dire ça. Vous dites, chaque volume qui paraît est un petit miracle. Quelles sont les difficultés liées à la création de la revue? Tu dis ça, toi? Je dis ça, ouais. J'ai écrit ça. Oui, parce qu'en fait, j'avais répondu ça parce qu'effectivement, souvent on nous charrie en disant qu'est-ce que sur Marne, etc. Mais en fait, faire un travail comme ça, que l'on fait le plus souvent en plus de ses activités d'enseignant, etc., dans un modèle économique un peu particulier comme ça, c'est chaque fois un petit miracle, parce que c'est beaucoup de travail, hein, et donc moi je ne suis pas surpris quand ça ne sort pas, je suis surpris quand ça sort. Bon, puis il faut dire, il y a un côté comme ça, un petit peu,
ça n'existe plus de faire de faire des supports papier à l'ère du numérique, de l'instantanéité, passer du temps, relire, corriger les fautes, travailler avec des graphistes, puis après ça passe chez l'imprimeur, etc. On est dans une sorte de régime temporel qui était plus celui du XXe siècle que celui de l'immédiateté du numérique. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi qu'on a ce souci pour l'objet. Moi je dis souvent qu'à l'époque de la musique numérique, le vinyle est devenu une sorte d'objet fétiche comme ça. Donc on se dit aussi qu'on prend ce plaisir et on prend ce temps à faire cet objet qu'on aime bien toucher, qu'on aime bien sentir, parce qu'il faut bien qu'il y ait une plus-value à la matérialité et à la lenteur comme ça de la production du support papier. En quelle mesure les étudiants de Marne-la-Vallée participent-ils à l'édification de la revue? C'est essentiellement à travers la traduction de certains textes. Alors ils en traduisent beaucoup plus, parce que ces ateliers de traduction réunissent quand même chaque semestre 15 à 20 étudiants qui traduisent chacun ou à deux des textes, tout ça depuis presque, je sais pas quoi, 7 ou 8 ans maintenant. Donc on a à Marne-la-Vallée accumulé dans la bibliothèque énormément de traductions qui sont pas toutes forcément abouties, mais les étudiants font non seulement ces traductions, mais font des textes, des petits essais introductifs qui expliquent à leurs congénères pourquoi ils ont passé un semestre à traduire celui-là, qui est cet auteur, pourquoi c'est intéressant à lire aujourd'hui, tout ça. Quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés? Pas échapper à cette question, puisqu'on enseigne, comment on fait Moi j'aurais un conseil, c'est lire Marne. Je conseillerais volontiers de pratiquer l'art de la traduction. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'on a monté un atelier de traduction, c'était pas juste pour en tirer éventuellement quelques fruits pour cette revue, évidemment, c'était plus que ça. C'était l'idée, c'est un cours optionnel, c'était l'idée de dire, quand on est architecte et qu'on veut se diriger vers un travail de réflexion, ou thèse éventuellement, ou on ne sait pas, ou apprendre à réfléchir pour son mémoire, etc. Alors, entrer dans ce dialogue avec un texte qu'on a pour responsabilité, au fond, de faire passer de sa langue d'origine à aujourd'hui, c'est pratiquer la lecture, c'est s'obliger à pratiquer la lecture comme on ne l'a jamais fait. C'est ce que nous disent d'ailleurs souvent les étudiants qui font cet atelier de traduction, qui nous disent « Ah vache, maintenant on sait un tout petit peu mieux ce que ça veut dire que de lire et de comprendre un texte. » Ça apprend à voir quelle est l'architecture d'un texte finalement, comment c'est fabriqué la réflexion. C'est pas très loin un texte d'un bâtiment, peut-être. En tout cas, c'est construit tout autant. Ça a besoin de tenir les arguments. Et l'exercice de la traduction, c'est pas intimidant, on n'est pas devant la page blanche, etc. Et ben, ça permet d'entrer dans des problèmes techniques de compréhension, d'arguments, de tout ça, qui sont très bons, je pense, et une très bonne formation à ensuite passer à l'écriture ou à améliorer sa façon de voir ce que parler veut dire finalement.